Un samedi matin de septembre 1995, dans le célèbre marché des Halles de Lyon, une grand-mère de 58 ans tenait fermement la main de son petit-fils de 7 ans. En quelques secondes d'inattention, l'enfant disparaît dans la foule. 23 ans plus tard, lors de la démolition du vieux marché, des ouvriers font une découverte qui bouleverse tout ce que la famille croyait savoir sur cette disparition. Ce qu'ils trouvent dans les fondations du bâtiment révèle une vérité si troublante qu'elle remet en question tout ce qui s'est passé ce jour-là. Une vérité qui a été cachée pendant plus de 2 décennies et qui va enfin permettre à une grand-mère de 81 ans de comprendre ce qui est vraiment arrivé à son petit Thomas. Avant de continuer avec l'histoire de Thomas Lemoine, si vous appréciez les mystères troublants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons à Lyon en 1995 pour découvrir comment tout a commencé. Lyon, septembre 1995. La France connaît une période de prospérité relative, malgré les grèves qui secouent parfois le pays. Dans le 3e arrondissement de Lyon, le marché des Halles de Lyon Paul Bocuse représente depuis 1971 le cœur gastronomique de la ville. Ce temple de la gastronomie française attire chaque week-end des milliers de visiteurs venus chercher les meilleurs produits de la région Rhône-Alpes. Marguerite Fontaine, 58 ans, veuve depuis 3 ans, habite un petit appartement rue de la Part-Dieu. Ancienne institutrice à la retraite, elle a consacré sa vie à l'éducation et à sa famille. Depuis la mort de son mari Henri, emporté par un cancer du poumon en 1992, Marguerite trouve un réconfort immense dans sa relation avec son petit-fils Thomas, le fils unique de sa fille Catherine. Thomas Lemoine, 7 ans, est un garçon vif et curieux, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence. Il adore passer du temps avec sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement « Mamie Margot ». L'enfant pose constamment des questions sur tout ce qui l'entoure. Et le pourquoi les fromages sentent si fort, comment on fait le pain, d'où viennent les poissons qu'on vend au marché. Sa curiosité naturelle enchante sa grand-mère, qui voit en lui l'héritier de son amour pour l'apprentissage. Les parents de Thomas, Catherine et Michel Lemoine travaillent tous les deux. Catherine est comptable dans une petite entreprise de matériel médical, tandis que Michel est technicien chez Rhône-Poulenc. Leurs horaires chargés font que Thomas passe souvent ses week-ends avec sa grand-mère, une situation qui convient parfaitement à tout le monde. Ces moments privilégiés entre grand-mère et petit-fils sont devenus une tradition familiale précieuse. Chaque samedi matin, Marguerite emmène Thomas au marché des Halles. C'est leur rituel hebdomadaire depuis que l'enfant a 4 ans. Ils prennent le bus ligne 3 depuis la Part-Dieu, descendent à l'arrêt Saxe-Gambetta, puis marchent les quelques centaines de mètres qui les séparent des Halles. Thomas connaît le trajet par cœur et commence à s'agiter de joie dès qu'ils approchent du bâtiment caractéristique avec sa façade de verre et d'acier. Le marché des Halles de Lyon, en 1995, est un labyrinthe de stands colorés et odorants. Les allées étroites serpentent entre les étals de fromagers, charcutiers, poissonniers, boulangers et maraîchers. L'ambiance est toujours animée, surtout le samedi matin, quand les Lyonnais viennent faire leurs courses pour le week-end. Les voix des commerçants se mélangent aux conversations des clients, créant une symphonie commerciale typiquement française. Marguerite a ses habitudes bien établies. Elle commence toujours par la boulangerie Reynaud, où elle achète une baguette tradition et parfois des croissants pour Thomas. Puis elle se rend chez Madame Dubois, la poissonnier. Ce nom est autorisé car c'est un nom de famille différent du prénom interdit pour choisir le poisson du déjeuner dominical. Ensuite, c'est la fromagerie Gauthier où M. Gauthier lui fait toujours goûter ses nouveautés et enfin les fruits et légumes chez les frères Martineau. Thomas adore cette routine, mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est observer les gens. Il aime regarder les clients choisir leurs produits, écouter les négociations entre commerçants et acheteurs, et surtout, il est fasciné par les livraisons qui arrivent parfois pendant qu'ils font leurs courses. Les camions qui se garent devant les halles, les livreurs qui transportent des caisses mystérieuses, tout cela nourrit son imagination débordante.
Ce samedi 16 septembre 1995 commence comme tous les autres. Marguerite et Thomas prennent le bus de 9h15, arrivent aux Halles vers 9h45 et entament leur circuit habituel. L'atmosphère est particulièrement animée ce matin-là car c'est le week-end de la fête de la gastronomie, un événement annuel qui attire encore plus de monde que d'habitude. Les allées sont plus bondées, les conversations plus bruyantes et l'ambiance plus festive. Rien ne laisse présager que cette matinée ordinaire va se transformer en cauchemar pour la famille Lemoine. Rien n'indique que dans quelques heures, ce petit garçon curieux et plein de vie va disparaître sans laisser de traces, déclenchant une enquête qui restera sans réponse pendant plus de 20 ans. La matinée du 16 septembre 1995 suit parfaitement le rituel habituel de Marguerite et Thomas. Il commence par la boulangerie Reynaud, où Thomas choisit un pain au raisin qu'il grignote pendant qu'ils continuent leur course. Marguerite remarque que son petit-fils semble particulièrement excité aujourd'hui, pointant du doigt les décorations spéciales installées pour la fête de la gastronomie. Vers 10h30, ils arrivent chez Madame Jallet, la poissonnière. L'étal est particulièrement achalandé ce matin-là, avec des plateaux de fruits de mer brillants sous les néons du marché. Thomas, comme à son habitude, se tient sagement à côté de sa grand-mère pendant qu'elle examine les poissons. Madame Jallet, une femme joviale d'une 50aine d'années que Marguerite connaît depuis 15 ans, engage la conversation habituelle sur la fraîcheur des produits et les meilleures façons de les préparer. « Ces dorades sont arrivées ce matin de la Méditerranée », explique Madame Jallet, en soulevant un poisson aux écailles argentées. « Regardez ses yeux, Madame Fontaine. Ils sont encore clairs comme du cristal. » Marguerite se penche pour examiner le poisson de plus près, relâchant instinctivement sa vigilance. Thomas, debout à côté d'elle, observe avec fascination un livreur qui transporte une grande caisse en bois vers l'arrière du marché. L'homme porte une casquette bleue et une combinaison de travail taché. Il disparaît derrière un rideau de plastique qui sépare l'espace de vente des zones de stockage. La curiosité naturelle de Thomas s'éveille. Il a toujours été intrigué par ces zones interdites au public, ces espaces mystérieux où disparaissent parfois les commerçants avec leurs marchandises. Pendant que sa grand-mère discute des mérites respectifs de la dorade et du bar, Thomas fait quelques pas vers l'endroit où a disparu le livreur. « Thomas, reste près de moi », dit Marguerite sans se retourner, habituée au déplacement de son petit-fils dans le périmètre immédiat. Mais Thomas, attiré par le bruit d'une caisse qu'on pose au sol quelque part derrière le rideau de plastique, fait encore quelques pas. Il entend des voix d'hommes qui parlent de déchargement et de cave. Ces mots éveillent sa curiosité. Il sait qu'il ne devrait pas s'éloigner, mais l'envie d'explorer est plus forte. Madame Jallet continue son discours sur les poissons, montrant maintenant à Marguerite un magnifique saumon entier. Celui-ci vient directement d'Écosse, Madame Fontaine. Parfait pour un repas de fête. La conversation s'anime autour des différentes façons de préparer le saumon. Marguerite, passionnée de cuisine depuis toujours, se laisse emporter par la discussion. Thomas, meanwhile, s'approche du rideau de plastique. Il entend distinctement des voix masculines qui viennent d'en dessous, comme si elles montaient d'un sous-sol. Il aperçoit, à travers une fente dans le rideau, une porte entr'ouverte qui révèle l'amorce d'un escalier descendant. Une faible lumière jaune filtre de cette ouverture, accompagnée d'un courant d'air frais qui porte des odeurs de terre et d'humidité. L'enfant de 7 ans, poussé par une curiosité irrépressible, soulève légèrement le rideau de plastique et passe la tête. Il voit effectivement un escalier en béton qui descend vers ce qui semble être une cave ou un sous-sol. Les voix des hommes sont plus distinctes maintenant, et il entend le bruit de caisses qu'on déplace. « Allez, encore 3 caisses, et on aura fini !» dit une voix masculine avec un accent du Midi. « Dépêche-toi, il ne faut pas que les clients nous voient traîner ici !» répond une autre voix plus grave. Thomas, fasciné, franchit complètement le rideau de plastique. Il se retrouve dans une petite zone de stockage, remplie de caisses en bois et de conteneurs réfrigérés. L'escalier qui descend au sous-sol se trouve juste devant lui. Sans réfléchir aux conséquences, l'enfant pose un pied sur la première marche. Au même moment, à 10 mètres de là, Marguerite termine sa transaction avec Madame Jallet.
Elle a finalement opté pour une belle dorade qu'elle fera griller avec des herbes de Provence pour le déjeuner dominical. Pendant que la poissonnière emballe soigneusement le poisson dans du papier journal, Marguerite se retourne pour vérifier que Thomas est toujours à côté d'elle. « Thomas » appelle-t-elle en ne voyant que des jambes d'adultes autour d'elle. Son cœur rate un battement. Elle fait quelques pas, scrutant la foule dense qui l'entoure. « Thomas, où es-tu » Sa voix trahit déjà une pointe d'inquiétude. Madame Jallet, qui a terminé l'emballage, remarque l'agitation de sa cliente. « Un problème, Madame Fontaine ?»« Je ne vois plus Thomas. Il était juste là, à côté de moi. »« Oh, il ne doit pas être loin. Vous savez comment sont les enfants, toujours à explorer. » Mais Marguerite connaît son petit-fils. Jamais il ne s'éloigne vraiment sans prévenir. Quelque chose ne va pas. Elle commence à marcher dans les allées adjacentes, appelant son nom de plus en plus fort. « Thomas, Thomas, où es-tu » Pendant ce temps, dans le sous-sol des Halles, Thomas descend prudemment l'escalier en béton. Ses petites mains s'agrippent à la rampe métallique froide. L'endroit sent l'humidité et quelque chose d'autre qu'il n'arrive pas à identifier. La lumière jaune vient d'une ampoule nue suspendue au plafond bas. En bas de l'escalier, Thomas découvre un véritable labyrinthe de couloirs étroits et de petites pièces remplies de marchandises. Il y a des caisses de légumes, des conteneurs isothermes et même des réfrigérateurs industriels qui ronronnent dans l'obscurité. L'endroit est plus grand qu'il ne l'imaginait, avec plusieurs couloirs qui partent dans différentes directions. Les voix qu'il entendait semblent maintenant plus lointaines. Il avance dans le couloir principal, ses baskets Nike faisant des petits bruits sur le sol humide. L'aventure commence à lui faire un peu peur, mais sa curiosité est encore plus forte que sa crainte. Au-dessus, dans le marché, Marguerite commence à paniquer. Elle a fait le tour de tous les stands proches, interrogé plusieurs commerçants, mais personne n'a vu Thomas. La foule du samedi matin rend les recherches difficiles. Les gens bougent constamment, les enfants courent partout, et il est facile de perdre quelqu'un de vue. « Madame, votre petit-fils, il avait quoi comme vêtements ?» demande Monsieur Gauthier, le fromager, qui s'est joint aux recherches improvisées. Un pull rouge avec un dinosaure dessus et un jean bleu. Il a des cheveux châtains bouclés et des baskets Nike blanches, répond Marguerite, sa voix tremblant de plus en plus. Plusieurs commerçants et clients se mobilisent spontanément pour aider aux recherches. C'est l'esprit de solidarité typique des Halles de Lyon, où tout le monde se connaît et s'entraide. Mais après 20 minutes de recherches intensives, aucune trace de Thomas. Madame Jallet propose d'appeler la sécurité du marché. Il faut prévenir Monsieur Bertrand, le responsable sécurité. Il pourra organiser des recherches plus méthodiques. Dans le sous-sol, Thomas continue son exploration de plus en plus désorienté. Il a pris plusieurs couloirs, tourné à droite et à gauche, et maintenant il ne sait plus très bien comment retourner à l'escalier par lequel il est descendu. Le labyrinthe souterrain est plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, et la peur commence vraiment à s'installer. Il appelle timidement « Mamie ? Mamie Margot ?» Mais sa petite voix se perd dans les couloirs humides et silencieux. Les réfrigérateurs industriels créent un bruit de fond constant qui couvre partiellement ses appels. L'enfant continue d'avancer, espérant retrouver son chemin ou croiser quelqu'un qui pourrait l'aider. Il passe devant plusieurs portes fermées, des zones de stockage obscures, et même devant ce qui semble être un petit bureau abandonné avec une chaise renversée et des papiers éparpillés sur le sol. Au bout d'un couloir particulièrement sombre, Thomas aperçoit une faible lueur qui semble venir de l'extérieur. Il se dirige vers cette lueur, pensant qu'elle pourrait indiquer une sortie. En s'approchant, il découvre que la lumière filtre à travers une grille métallique encastrée dans le mur, probablement une bouche d'aération qui donne vers l'extérieur. En se penchant pour regarder à travers la grille, Thomas perd l'équilibre. Son pied glisse sur le sol humide et il tombe en avant. Sa tête heurte violemment la grille métallique avec un bruit mat qui résonne dans le couloir silencieux. L'enfant s'effondre au sol, inconscient. Un mince filet de sang coule de son front, se mêlant à l'humidité du sol en béton. Dans le labyrinthe souterrain des Halles de Lyon, Thomas Lemoine gît immobile, pendant que 20 mètres au-dessus, sa grand-mère le cherche désespérément. Les minutes passent, puis les heures.
Au-dessus, l'agitation grandit. La sécurité du marché a été alertée, puis la police. Des recherches systématiques sont organisées dans tout le bâtiment, mais personne ne pense à fouiller méthodiquement les sous-sols techniques, généralement fermés au public et considérés comme inaccessibles. Quand Thomas reprend connaissance, plusieurs heures ont passé. Il fait nuit noire autour de lui, et il a très froid. Sa tête lui fait atrocement mal, et il se sent faible et désorienté. Il essaie d'appeler, mais sa voix n'est qu'un murmure. Il tente de se lever, mais ses jambes ne le portent pas. L'enfant ne le sait pas encore, mais sa chute l'a gravement blessé. La commotion cérébrale qu'il a subie, combinée au froid et à l'humidité du sous-sol, a créé une situation médicale critique. Sans soins rapides, ses chances de survie diminuent d'heure en heure. Au-dessus, les recherches continuent toute la nuit, mais en vain. Thomas Lemoine a disparu sans laisser de traces dans le labyrinthe souterrain des Halles de Lyon, un endroit que personne ne pense à explorer de manière approfondie. Son aventure, commencée par simple curiosité d'enfant, s'est transformée en tragédie qui marquera à jamais sa famille et tous ceux qui participent aux recherches. La disparition de Thomas Lemoine transforme radicalement la vie de toute la famille. Dans les heures qui suivent l'alerte, les parents de l'enfant, Catherine et Michel, arrivent en urgence aux Halles de Lyon. Catherine, 32 ans, s'effondre littéralement dans les bras de sa mère, incapable de comprendre comment son fils a pu disparaître en quelques minutes dans un lieu aussi familier. « Comment as-tu pu le perdre de vue, maman ?» sanglote Catherine, ces mots déchirant le cœur de Marguerite. « Comment as-tu pu ?» Michel, plus pragmatique mais tout aussi bouleversé, tente d'organiser les recherches avec la police. L'inspecteur principal Claude Verlaine, un homme de 45 ans avec 20 ans d'expérience dans la police lyonnaise, prend l'affaire en main. Il organise immédiatement des battues systématiques dans tout le quartier, interroge tous les commerçants présents ce matin-là et lance un avis de recherche avec la photo de Thomas. La première semaine est un tourbillon d'espoir et de désespoir. Des témoins se manifestent. Une dame affirme avoir vu un enfant correspondant au signalement de Thomas près de la gare de la Part-Dieu vers midi. Un autre témoin jure avoir aperçu un garçon aux cheveux bouclés dans un bus en direction de Villeurbanne. Chaque piste est minutieusement vérifiée par la police, mais aucune ne mène à Thomas. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. « Disparition inquiétante d'un enfant de 7 ans aux Halles de Lyon », titre Le Progrès de Lyon. La photo de Thomas, avec son sourire innocent et ses cheveux bouclés, s'étale en première page. France 3. Rhône-Alpes diffuse un reportage émouvant montrant Marguerite et Catherine lançant des appels désespérés. Marguerite ne se remet pas de ce qu'elle considère comme sa faute. Elle revoit constamment les derniers moments. Sa conversation avec Madame Jallet, son attention détournée par les explications sur les poissons, ces quelques secondes fatales où elle n'a pas surveillé Thomas. Elle ne dort plus, ne mange presque rien, et passe ses journées à refaire le trajet du marché, espérant apercevoir son petit-fils. « Je ne me le pardonnerai jamais », répète-t-elle à sa fille. « J'aurais dû être plus vigilante. J'aurais dû... » Catherine, partagée entre sa propre douleur et la culpabilité évidente de sa mère, ne sait plus quoi dire. La relation entre la mère et la fille, autrefois si complice, se tend dangereusement. Michel tente de faire le lien, mais lui-même traverse ses propres phases de colère et d'abattement. Au bout d'un mois, l'enquête officielle stagne. L'inspecteur Verlaine a exploré toutes les pistes classiques. Enlèvement par un inconnu, fugue, accident, les caméras de surveillance de l'époque, encore peu nombreuses et de mauvaise qualité, n'ont rien révélé d'exploitable. Les recherches dans la Saône et le Rhône n'ont donné aucun résultat. Lentement, l'affaire glisse vers les dossiers sans suite. Les mois passent, puis les années. Catherine et Michel déménagent à Villeurbanne, incapables de supporter les souvenirs douloureux de leur ancien quartier. Ils mettent la chambre de Thomas sous clé, gardant intactes toutes ses affaires dans l'espoir impossible de son retour. Leur mariage, qui semblait solide, commence à se fissurer sous le poids de la tragédie. Marguerite, elle, continue à vivre dans son appartement de la Part-Dieu, mais sa vie s'organise désormais entièrement autour de la recherche de Thomas.
Chaque week-end, elle retourne aux Halles de Lyon, distribuant des photos de son petit-fils aux nouveaux commerçants, interrogeant les clients réguliers. Elle connaît par cœur tous les visages, toutes les habitudes du marché. « Vous n'auriez pas vu ce petit garçon ?» demande-t-elle inlassablement, montrant la photo de Thomas qui jaunit avec le temps. Les commerçants, émus par sa détermination, la traitent avec beaucoup de gentillesse, mais Marguerite lit dans leurs yeux qu'ils la prennent pour une vieille dame qui refuse d'accepter la réalité. Madame Jallet, la poissonnière, la prend souvent dans ses bras quand elle la voit arriver avec ses photos. « Ma pauvre Marguerite, il faut que vous acceptiez. Après tout ce temps. » Mais Marguerite ne peut pas accepter. Sans corps, sans certitude, comment peut-elle faire le deuil de son petit-fils? Elle développe toute une théorie selon laquelle Thomas a été enlevé par quelqu'un qui l'a emmené loin de Lyon. Elle scrute les faits divers nationaux, épluche les journaux à la recherche d'enfants retrouvés qui pourraient être Thomas. En 1988, 3 ans après la disparition, Catherine et Michel divorcent. La douleur de la perte de leur fils a créé entre eux un fossé infranchissable. Catherine, devenue amère et dépressive, reproche à Michel de ne pas en faire assez pour retrouver Thomas. Michel, épuisé par des années de recherche vaines, reproche à Catherine de refuser d'accepter la réalité. « Notre fils est mort, Catherine, » lui dit-il lors de leur dernière dispute. « Il faut qu'on l'accepte pour pouvoir continuer à vivre. »« Ne dis jamais ça !» hurle Catherine. « Thomas est vivant quelque part, et je le retrouverai. » Catherine continue à vivre dans l'espoir, soutenue par sa mère dans cette quête obsessionnelle. Elles forment un duo de chercheuses infatigables, consultant voyantes et médiums, participant à des groupes de soutien pour familles d'enfants disparus, explorant toutes les pistes aussi farfelues soient-elles. Michel, lui, refait sa vie avec Claire, une collègue de travail qui l'aide à retrouver un semblant de normalité. Ils auront ensemble 2 enfants, Emma en 2001 et Lucas en 2003. Mais Michel porte toujours en lui la blessure de la perte de Thomas, et jamais il ne parlera de son premier fils à ses nouveaux enfants. En 2005, 10 ans après la disparition, une lueur d'espoir surgit. Un homme de 45 ans est arrêté à Marseille pour des agressions sexuelles sur mineurs. Dans son appartement, la police découvre des photos d'enfants, dont certaines prises dans des lieux publics de différentes villes françaises. Parmi elles, une photo floue prise aux Halles de Lyon en 1995. L'inspecteur Verlaine, qui n'a jamais oublié l'affaire Thomas, fait le rapprochement. Il convoque Marguerite et Catherine pour identifier la photo. Les 2 femmes scrutent l'image granuleuse, le cœur battant. On y voit effectivement un enfant aux cheveux bouclés, de dos, près d'un étal de poissons. « C'est lui !» s'écrie Catherine. « C'est mon Thomas !» Mais l'expertise technique est formelle. L'enfant sur la photo a au moins 10 ans, et elle a été prise en 1994, 1 an avant la disparition de Thomas. C'est encore une fausse piste, mais l'espoir qu'elle a fait naître met des mois à s'éteindre. Les années 2000 voient l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux. Marguerite, malgré son âge avancé, apprend à utiliser un ordinateur avec l'aide de sa fille. Elle crée un blog intitulé « Où es-tu Thomas ?», où elle raconte leurs recherches, poste des photos actualisées de ce à quoi pourrait ressembler Thomas selon son âge et lance des appels internationaux. Le blog attire l'attention de familles du monde entier qui vivent des situations similaires. Marguerite reçoit des centaines de messages de soutien, mais aussi de fausses pistes. Des gens affirment avoir vu Thomas en Belgique, en Espagne, même au Canada. Chaque message ranime l'espoir et prolonge la souffrance. En 2010, 15 ans après la disparition, Catherine épouse Franck, un homme patient et compréhensif qui accepte de partager sa vie avec le fantôme de Thomas. Ils n'auront pas d'enfants ensemble, Catherine étant persuadée qu'avoir un autre enfant serait une trahison envers Thomas. Marguerite, maintenant âgée de 73 ans, commence à montrer des signes de fragilité physique, mais sa détermination reste intacte. Elle a transformé son appartement en véritable centre de recherche. Murs couverts de cartes, dossiers empilés partout, ordinateurs portables toujours allumés sur des sites de personnes disparues. Ses voisins s'inquiètent de la voir sortir par tous les temps pour distribuer des tracts avec la photo de Thomas.
Il tente délicatement de lui faire comprendre qu'après 15 ans, les chances de retrouver l'enfant vivant sont infimes, mais Marguerite refuse d'entendre ses arguments rationnels. « Tant que je n'aurai pas de certitude, je continuerai », répète-t-elle. « C'est mon petit-fils, c'est ma responsabilité. » En 2015, 20 ans après la disparition, les Halles de Lyon organisent une cérémonie commémorative. Une plaque en mémoire de Thomas est apposée près de l'ancien emplacement de l'étal de Madame Jallet. Marguerite, désormais âgée de 78 ans et marchant avec une canne, dépose une gerbe de fleurs avec Catherine et une cinquantaine de personnes qui n'ont jamais oublié l'affaire. « Thomas reste vivant dans nos cœurs », déclare le directeur des Halles. « Son sourire nous rappelle la préciosité de chaque instant avec nos enfants. » Mais cette cérémonie, malgré sa beauté symbolique, ne satisfait pas Marguerite. Elle veut la vérité, pas des symboles. Elle veut savoir ce qui est arrivé à son petit-fils ce matin de septembre 1995. Elle veut comprendre comment un enfant peut disparaître sans laisser de traces dans un lieu aussi fréquenté. Le mystère de la disparition de Thomas Lemoine semble destiné à rester à jamais non résolu. Pourtant, en 2018, 23 ans après cette matinée tragique, un événement inattendu va bouleverser toutes les certitudes et révéler enfin la vérité sur le sort du petit garçon aux cheveux bouclés qui aimait tant explorer le monde avec sa grand-mère. En janvier 2018, la métropole de Lyon annonce un projet de rénovation majeure des Halles de Lyon Paul Bocuse. Le bâtiment historique, construit dans les années 1970, montre des signes de vétusté et ne répond plus aux normes modernes d'accessibilité et de sécurité. Les autorités décident d'une refonte complète qui nécessite la fermeture temporaire du marché et la démolition partielle de certaines structures. Marguerite Fontaine, désormais âgée de 81 ans, suit ces développements avec une attention particulière. Malgré son grand âge et ses problèmes de santé croissants, arthrose, hypertension, début de troubles de la mémoire, elle reste mentalement alerte dès qu'il s'agit de tout ce qui concerne les Halles et la recherche de Thomas. « Ils vont peut-être trouver quelque chose », dit-elle à Catherine lors d'une de leurs visites hebdomadaires. « Après tout ce temps, si Thomas est, s'il y a quelque chose à découvrir, c'est maintenant ou jamais. » Catherine, maintenant âgée de 55 ans et marquée par 23 années de recherches infructueuses, ne partage plus l'optimisme de sa mère. Elle continue à l'accompagner dans sa quête par amour filial, mais elle a secrètement fait son deuil de Thomas depuis plusieurs années. Son mari Franck l'a aidée à comprendre qu'elle devait vivre pour elle-même et non plus seulement pour un fantôme du passé. Les travaux de démolition commencent en mars 2018. Une équipe de la société Démolition Rhône-Alpes, dirigée par le contremaître Antoine Moreau, procède méthodiquement au démantèlement des installations. Le projet prévoit de conserver la structure principale du bâtiment, tout en rénovant complètement l'intérieur et en modernisant les sous-sols techniques. Le 15 mai 2018, vers 14h30, l'équipe de démolition s'attaque aux anciens sous-sols de stockage, situés sous la zone où se trouvait jadis l'étal de poissonnerie. Ces espaces, inutilisés depuis des années et partiellement condamnés lors de précédentes rénovations, n'avaient jamais été entièrement explorés. Karim Benali, ouvrier de 28 ans spécialisé dans la démolition, travaille avec sa masse dans un couloir étroit et humide. L'endroit sent le moisi et l'abandon. Les murs en béton, rongés par l'humidité, s'effritent sous les coups. Karim porte un casque avec une lampe frontale qui éclaire faiblement l'espace confiné. « Antoine, tu peux venir voir ?» crie-t-il soudain à son contremaître. « Il y a quelque chose de bizarre ici. » Antoine Moreau, un homme robuste de 52 ans avec 30 ans d'expérience dans le bâtiment, descend rejoindre son ouvrier. Il découvre Karim, arrêté devant ce qui semble être une alcôve naturelle dans le mur, partiellement masquée par des décombres et des gravats accumulés au fil des années. « Regarde là-dedans » dit Karim en dirigeant sa lampe vers l'ouverture. Ce que révèle la lumière les fait tous deux reculer d'un pas. Dans l'alcôve, recroquevillée contre le mur du fond, se trouvent des restes humains de petite taille. Les vêtements, remarquablement préservés par l'atmosphère sèche et froide du sous-sol, sont encore parfaitement identifiables.
Un pull rouge avec un motif de dinosaure et un jean délavé. « Putain !» murmure Antoine, ses mains tremblant légèrement. « Il faut appeler les flics, tout de suite. » À côté des restes, Karim aperçoit un petit objet brillant. C'est une montre d'enfant avec un bracelet en plastique bleu arrêté sur 15h47. La date affichée sur le cadran digital, encore lisible malgré les années, indique 16 septembre 95. « Chef, regardez la date », dit Karim d'une voix blanche. 1995, il y a plus de 20 ans. Antoine comprend immédiatement la gravité de la situation. En tant que Lyonnais de naissance, il se souvient vaguement de l'affaire de l'enfant disparu aux Halles dans les années 90. L'histoire avait marqué la ville et les médias en avaient parlé pendant des mois. Il ordonne immédiatement l'arrêt des travaux dans tout le secteur et contacte la police. À 15h15, les premiers agents arrivent sur place, suivis rapidement par l'équipe de la police scientifique et le procureur de la République. La zone est bouclée et les Halles de Lyon se transforment en scène de crime. L'inspecteur principal Sophie Mercier, qui a succédé à Claude Verlaine, parti à la retraite en 2010, prend en charge l'enquête. Femme de 45 ans, méthodique et empathique, elle consulte immédiatement les anciens dossiers pour faire le rapprochement avec l'affaire Thomas Lemoine. « Il va falloir prévenir la famille », dit-elle à son adjoint, le lieutenant David Rousseau. Après 23 ans, ils vont enfin avoir des réponses. Vers 17h30, Marguerite et Catherine reçoivent l'appel qu'elles attendent depuis plus de 2 décennies. L'inspecteur Mercier, avec toute la délicatesse possible, leur annonce la découverte des restes d'un enfant dans les sous-sols des Halles, avec des vêtements correspondant exactement à ceux que portait Thomas le jour de sa disparition. Catherine s'effondre au téléphone. Malgré toutes ces années, malgré sa raison qui lui disait que Thomas était mort, une partie d'elle-même avait toujours gardé l'espoir qu'il était quelque part, vivant, qu'il grandirait et reviendrait un jour. La confirmation de sa mort, même après 23 ans, la frappe comme un coup de massue. Marguerite, paradoxalement, accueille la nouvelle avec un mélange de douleur et de soulagement. « Enfin !» murmure-t-elle, les larmes coulant sur ses joues ridées. Enfin, je sais ce qui lui est arrivé. Le soir même, les médias s'emparent de l'information. Affaire Thomas Lemoine. Des restes découverts 23 ans après. Titre Le Progrès de Lyon. France 3, Rhône-Alpes, dépêche une équipe pour interviewer la famille et revenir sur cette affaire qui avait marqué les esprits dans les années 90. Mais la découverte des restes de Thomas soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Comment un enfant de 7 ans a-t-il pu se retrouver dans cette partie des sous-sols? Pourquoi les recherches de 1995 n'ont-elles pas permis de le localiser? Et surtout, que s'est-il exactement passé dans ces couloirs souterrains ce 16 septembre 1995? L'enquête reprend avec une intensité nouvelle. L'inspecteur Mercier reconstitue méticuleusement les événements de septembre 1995, reprend tous les témoignages, consulte les anciens plans des Halles. Elle découvre que la zone où a été trouvé Thomas était effectivement accessible au public en 1995, mais qu'elle avait été condamnée en 1998 lors de travaux de mise aux normes. Quelqu'un a muré cette partie du sous-sol, explique-t-elle à son équipe. La question est de savoir si c'était intentionnel ou si c'était simplement des travaux de routine. Elle retrouve et interroge Henri Malacarne, l'ancien responsable de la sécurité des Halles en 1995. L'homme, maintenant âgé de 78 ans et retraité depuis longtemps, se souvient parfaitement de l'affaire Thomas. « On a fouillé partout », insiste-t-il, « partout où c'était accessible. Mais vous savez, ces sous-sols, c'était un vrai labyrinthe. Il y avait des zones qu'on n'utilisait plus depuis des années, des passages condamnés, des espaces oubliés. L'enquête révèle progressivement que Thomas, poussé par sa curiosité d'enfant, a effectivement réussi à accéder au sous-sol technique des Halles. Il s'y est perdu, a fait une chute qui lui a été fatale, et son corps est resté dans cette alcôve pendant 23 ans sans que personne ne le trouve. Mais il reste un mystère. Comment expliquer que les recherches approfondies de 1995 n'aient pas permis de localiser l'enfant? L'inspecteur Mercier sent qu'il manque encore une pièce du puzzle, un élément qui expliquerait pourquoi Thomas n'a pas été trouvé à l'époque.
C'est en fouillant plus profondément dans les archives de 1995 qu'elle va découvrir un document qui change tout. Un rapport de travaux daté du 18 septembre 1995, soit 2 jours après la disparition de Thomas, mentionnant la condamnation d'urgence d'un passage souterrain présentant des risques de sécurité. Ce rapport, signé par une entreprise de maçonnerie, indique qu'une partie des sous-sols a été murée en urgence suite à la détection de fissures dangereuses dans la structure. Mais pourquoi cette intervention d'urgence exactement 2 jours après la disparition de Thomas et pourquoi aucune trace de cette intervention n'apparaît dans le dossier de l'enquête de 1995? L'inspecteur Mercier commence à soupçonner que la vérité sur la disparition de Thomas Lemoine est peut-être plus complexe qu'un simple accident. Quelqu'un savait-il que l'enfant se trouvait dans ces sous-sols? Et si oui, pourquoi n'a-t-il rien dit? La découverte des restes de Thomas ne marque pas la fin du mystère, mais le début d'une nouvelle enquête qui pourrait révéler des secrets enfouis depuis plus de 20 ans. L'enquête de l'inspecteur Sophie Mercier prend une tournure inattendue quand elle décide de retrouver et d'interroger André Grimaldi, le patron de l'entreprise de maçonnerie qui a effectué les travaux de condamnation en septembre 1995. Grimaldi, maintenant âgé de 71 ans, vit toujours dans la banlieue lyonnaise et tient encore un petit commerce de matériaux de construction. Quand l'inspecteur Mercier se présente à son domicile un matin de juin 2018, elle remarque immédiatement l'expression de panique qui traverse le visage du vieil homme. Grimaldi, un homme corpulent, aux cheveux blancs clairsemés, devient livide et ses mains se mettent à trembler légèrement. « Monsieur Grimaldi, j'enquête sur la découverte des restes de Thomas Lemoine aux Halles de Lyon. J'aimerais vous poser quelques questions sur les travaux que votre entreprise a effectués en septembre 1995. Je ne me souviens plus très bien, bafouille Grimaldi. C'était il y a si longtemps. Mes archives de cette époque, je les ai détruites depuis des années. » L'inspecteur Mercier note immédiatement l'incohérence de cette déclaration. Un entrepreneur conserve normalement ses archives beaucoup plus longtemps pour des questions légales et fiscales. Elle décide de pousser l'interrogatoire. Pourtant, d'après mes informations, vous avez effectué ces travaux en urgence, un dimanche matin. C'est inhabituel, non? Grimaldi évite le regard de la policière. On nous avait demandé d'intervenir rapidement. Il y avait des problèmes de sécurité, des fissures dans les murs. On ne pouvait pas attendre. Qui vous avait demandé d'intervenir? Le responsable des halles, je suppose? Ou la mairie? Je ne sais plus exactement. L'inspecteur Mercier sent que l'homme lui cache quelque chose d'important. Elle décide de changer de tactique et lui montre une photo des vêtements de Thomas, tels qu'ils ont été découverts. Monsieur Grimaldi, reconnaissez-vous ces vêtements? Ce pull rouge avec un dinosaure? Le vieil homme jette un coup d'œil à la photo et blêmit davantage. Ses mains tremblent maintenant visiblement et il s'assied lourdement dans son fauteuil. « Non, je ne reconnais rien, dit-il, mais sa voix manque de conviction. Vous êtes sûr? Parce que ces vêtements ont été retrouvés exactement à l'endroit que vous avez muré en septembre 1995. » Grimaldi reste silencieux un long moment, puis éclate soudain en sanglots. À 71 ans, cet homme robuste qui a passé sa vie sur les chantiers pleure comme un enfant, libérant 23 années de culpabilité refoulée. « Je savais, » sanglote-t-il. « Mon Dieu, je savais qu'il était là-dedans. » L'inspecteur Mercier sort immédiatement son enregistreur. « Monsieur Grimaldi, acceptez-vous de me dire la vérité sur ce qui s'est passé en septembre 1995 ?» Entre ses larmes, Grimaldi raconte enfin la véritable histoire. Le 17 septembre 1995, un jour après la disparition de Thomas, il avait été contacté par Lucien Bonnefoy, à l'époque responsable technique des Halles de Lyon. Bonnefoy lui avait demandé d'intervenir en urgence pour condamner définitivement une partie des sous-sols qui présentaient des dangers. Quand je suis arrivé avec mes ouvriers ce dimanche matin, continue Grimaldi, Bonnefoy nous a menés directement dans les sous-sols. Il nous a montré la zone à murer, et il était très pressé. Il nous a dit que c'était urgent, qu'il fallait finir avant l'ouverture du marché le lundi. Et qu'avez-vous vu dans cette zone? Au début, rien de spécial.
On a commencé à préparer le mortier et les parpaings. Mais quand mon ouvrier, Didier Lacoste, est allé chercher des outils dans le couloir du fond, il est revenu en courant. Il était blanc comme un linge. Grimaldi explique que Didier avait découvert le corps de l'enfant dans l'alcôve, exactement à l'endroit où il serait retrouvé 23 ans plus tard. L'enfant était manifestement mort depuis plusieurs heures, probablement des suites de sa chute. Qu'avez-vous fait alors? J'ai voulu appeler la police immédiatement, mais Bonnefoy s'y est opposé catégoriquement. Il m'a dit que ça créerait un scandale énorme, que les halles seraient fermées pendant des mois, que des centaines de personnes perdraient leur emploi. Lucien Bonnefoy avait alors fait valoir à Grimaldi que l'enfant était déjà mort, que rien ne pourrait le ramener à la vie, mais que révéler la découverte détruirait la réputation des halles et ruinerait économiquement tout le quartier. Il m'a proposé de l'argent, avoue Grimaldi. Beaucoup d'argent. Mon entreprise traversait une période difficile. J'avais des dettes, mes ouvriers à payer. Il m'a promis 200 000 francs, si on fermait nos gueules et si on murait la zone comme prévu. L'inspecteur Mercier comprend maintenant l'ampleur du scandale. Vous avez accepté? Oui, murmure Grimaldi. Que Dieu me pardonne, j'ai accepté. On a muré cette partie du sous-sol en sachant que l'enfant était à l'intérieur. Bonnefoy nous a dit que de toute façon, tôt ou tard, les travaux de rénovation révéleraient la vérité, mais qu'en attendant, il fallait éviter le scandale immédiat. Et votre ouvrier, Didier Lacoste, qu'est-il devenu? Il n'a jamais supporté ce qu'on avait fait. Il a quitté l'entreprise quelques mois plus tard. Il est parti vivre en Bretagne, je crois. Il m'envoyait parfois des cartes à Noël, mais il ne parlait jamais de cette histoire. Je pense qu'il essayait d'oublier, comme moi. L'inspecteur Mercier réalise qu'elle tient enfin la clé du mystère. Thomas Lemoine n'est pas mort dans l'indifférence générale. Sa mort a été sciemment dissimulée par des adultes qui ont fait passer leurs intérêts économiques avant la vérité et la justice. Où est Lucien Bonnefoy aujourd'hui? Il est mort, répond Grimaldi. Un cancer il y a une dizaine d'années. Mais avant de mourir, il m'avait recontacté. Il voulait qu'on révèle la vérité. Il disait qu'il ne pouvait plus vivre avec ce secret. Moi, j'ai refusé. J'avais trop peur des conséquences. L'inspecteur Mercier contacte immédiatement ses collègues pour localiser Didier Lacoste en Bretagne. Si l'homme est encore vivant, son témoignage sera essentiel pour corroborer les aveux de Grimaldi et reconstituer exactement ce qui s'est passé ce dimanche matin de septembre 1995. Didier Lacoste, 68 ans, vit effectivement en Bretagne, dans un petit village près de Quimper. Quand les gendarmes locaux se présentent chez lui, l'ancien maçon accueille presque avec soulagement l'opportunité de parler enfin de ce secret qui le ronge depuis 23 ans. « Je savais que ce jour arriverait », dit-il aux enquêteurs. « Chaque nuit depuis 1995, je rêve de ce petit garçon. Je vois son visage, ses vêtements. J'aurais dû parler dès le premier jour, mais j'étais lâche. » Le témoignage de Lacoste confirme dans les moindres détails celui de Grimaldi. Il apporte même des précisions supplémentaires. L'enfant portait effectivement des baskets Nike blanches, il avait une blessure à la tête qui avait saigné, et il serrait dans sa main droite un petit objet que Lacoste n'avait pas bien distingué dans la pénombre. « Bonnefoy nous avait fait jurer le secret, » continue Lacoste. « Il nous avait dit que si on parlait, on serait accusé de complicité d'homicide involontaire, qu'on irait en prison. J'avais une femme et 2 enfants en bas âge. J'avais peur. » Avec ces témoignages accablants, l'inspecteur Mercier reconstitue entièrement la tragédie. Thomas, poussé par sa curiosité naturelle, a effectivement réussi à accéder au sous-sol des halles. Il s'y est perdu, a fait une chute mortelle, et son corps est resté dans cette alcôve pendant une journée entière avant d'être découvert par les ouvriers. Mais au lieu d'alerter immédiatement les secours et la famille, Lucien Bonnefoy a choisi de dissimuler la mort pour protéger les intérêts économiques des halles. Il a corrompu les ouvriers et fait murer l'enfant dans sa tombe de béton, condamnant la famille Lemoine à 23 années d'incertitude et de souffrance. L'affaire prend une dimension nationale. Les médias titrent sur « Le scandale des Halles de Lyon et l'enfant muré vivant ».
Bien que Thomas soit mort accidentellement, la dissimulation de sa mort constitue un délit grave qui aurait pu être poursuivi si les principaux responsables étaient encore vivants. Marguerite Fontaine, maintenant âgée de 81 ans, apprend la vérité avec un mélange de colère et de tristesse. Pendant 23 ans, j'ai pensé que j'étais responsable de sa mort, dit-elle aux journalistes. Pendant 23 ans, je me suis torturé en pensant que j'aurais pu éviter cette tragédie. Et maintenant, j'apprends que des hommes ont préféré sauver leur business plutôt que de nous dire la vérité. Catherine, effondrée par ces révélations, porte plainte contre X pour dissimulation de cadavres et non-assistance à famille en détresse. Bien que l'action judiciaire ne puisse plus aboutir à des condamnations, elle permettra au moins d'établir officiellement la vérité et de rendre justice à la mémoire de Thomas. L'enquête révèle également que Lucien Bonnefoy avait été contacté dès le premier jour de la disparition par la police, qui souhaitait fouiller méthodiquement tous les sous-sols des Halles. Il avait alors orienté les recherches vers d'autres zones, prétextant que certaines parties étaient inaccessibles ou dangereuses. Cet homme a sciemment entravé l'enquête, déclare l'inspecteur Mercier lors d'une conférence de presse. Il savait où se trouvait Thomas, et il a choisi de le laisser dans cette tombe de béton plutôt que de révéler la vérité. 23 ans après sa disparition, Thomas Lemoine peut enfin reposer en paix. Mais sa mort révèle aussi l'existence d'un réseau de complicités et de silence qui a permis à un mensonge de perdurer pendant plus de 2 décennies. Une vérité qui bouleverse tous ceux qui ont participé aux recherches et qui croyaient avoir exploré toutes les pistes possibles. Le 2 juillet 2018, l'inspecteur Sophie Mercier organise une reconstitution des événements dans les sous-sols des Halles de Lyon. Accompagnée de Marguerite Fontaine, de Catherine et des experts de la police scientifique, elle descend dans le labyrinthe souterrain pour comprendre exactement comment Thomas a pu se perdre et trouver la mort dans cet endroit. Les sous-sols, partiellement démolis par les travaux de rénovation, révèlent maintenant leur complexité architecturale. Des couloirs s'entrecroisent sur plusieurs niveaux, certains datant de la construction originale des années 1970, d'autres ajoutés ultérieurement selon les besoins des commerçants. L'ensemble forme effectivement un véritable labyrinthe où un enfant de 7 ans pouvait facilement se perdre. Regardez ce parcours, explique l'inspecteur Mercier en suivant le chemin que Thomas a probablement emprunté. Depuis l'escalier principal, accessible au public en 1995, l'enfant a pu suivre ce couloir, puis celui-ci, et arriver jusqu'à cette alcôve sans croiser aucune zone éclairée ou fréquentée. Marguerite, appuyée sur sa canne et accompagnée par un policier, suit difficilement la progression dans les couloirs humides. À 81 ans, cette descente dans les entrailles du bâtiment représente un effort considérable, mais elle a insisté pour comprendre les derniers moments de son petit-fils. « Il a dû avoir si peur », murmure-t-elle, en regardant l'alcôve où Thomas a été retrouvé. « Mon pauvre petit Thomas, tout seul dans le noir. » L'expert de la police scientifique, le docteur Laurent Durand, reconstitue les circonstances de la mort. D'après l'état des restes et la position du corps, l'enfant a fait une chute en tentant de regarder à travers cette grille d'aération. Il a heurté violemment la tête contre le métal, ce qui a provoqué une commotion cérébrale grave. Dans un environnement froid et humide, sans secours, cette blessure lui a été fatale en quelques heures. Catherine, qui avait refusé d'assister à cette reconstitution, attend à l'extérieur des Halles. Elle ne peut pas supporter l'idée de voir l'endroit où son fils a vécu ses derniers moments. C'est déjà suffisamment difficile d'accepter que Thomas soit mort seul, dans le froid et l'obscurité, à quelques mètres seulement des secours. Pendant la reconstitution, l'inspecteur Mercier fait une découverte troublante. En examinant attentivement l'alcôve avec une lampe puissante, elle remarque des traces de griffures sur les murs de béton. Des marques faites par de petites mains, comme si quelqu'un avait tenté de s'accrocher ou de sortir de cette cavité. Docteur Durand, regardez ces marques. Que pouvez-vous en déduire? L'expert examine les griffures avec attention. Ces traces suggèrent que l'enfant était encore conscient après sa chute. Il a peut-être survécu plusieurs heures, tentant de sortir de cette alcôve. C'est
C'est particulièrement tragique. Cette révélation bouleverse Marguerite. Savoir que Thomas a peut-être passé ses dernières heures à appeler à l'aide à quelques mètres des commerçants et des clients rend sa mort encore plus insupportable. Si seulement quelqu'un avait entendu ses appels, si seulement les recherches avaient été plus approfondies dès le premier jour. Mais la découverte la plus choquante survient quand l'équipe technique retire les derniers gravats de l'alcôve. Sous une fine couche de poussière et de débris, le docteur Durand trouve un petit carnet d'écolier, remarquablement préservé par l'atmosphère sèche du sous-sol. « Qu'est-ce que c'est » demande l'inspecteur Mercier. « On dirait un carnet de l'enfant. Regardez, il y a des dessins et des mots écrits au crayon. » Avec des gants et des précautions infinies, l'expert ouvre le petit carnet. Les pages révèlent des dessins enfantins, sa grand-mère, les halles, des poissons, et surtout plusieurs dessins représentant des couloirs sombres et des escaliers. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les mots écrits d'une écriture hésitante d'enfant de 7 ans. « Mamie, je suis perdu » peut-on lire sur une page. « J'ai mal à la tête » sur une autre. Et plus loin, d'une écriture de plus en plus tremblante, « Il fait froid. J'ai peur. Mamie vient me chercher. » La dernière page du carnet contient un message qui serre le cœur de tous les présents. « Je t'aime, mamie Margot. Je suis désolé d'être partie. Je voulais juste voir les poissons d'en bas. » Marguerite s'effondre en entendant ces mots. 23 ans après la disparition, elle entend enfin la voix de son petit-fils. Ses dernières pensées, ses derniers mots d'amour. Thomas n'est pas mort en lui reprochant de l'avoir perdu de vue. Au contraire, jusqu'à la fin, il pensait à elle avec tendresse. « Il ne m'en voulait pas », sanglote Marguerite. « Mon petit Thomas ne m'en voulait pas. » L'inspecteur Mercier comprend que ce carnet constitue le témoignage le plus poignant de cette tragédie. Un enfant de 7 ans, perdu et blessé, qui a utilisé ses dernières forces pour écrire des mots d'amour à sa grand-mère. Ce document bouleversant sera versé au dossier et remis à la famille après les analyses techniques. Mais la reconstitution révèle aussi un détail technique crucial. L'alcôve où Thomas a été retrouvé était accessible par un couloir qui menait directement à une sortie de secours, condamnée depuis les années 1980. Si cette sortie avait été ouverte, l'enfant aurait pu ressortir directement à l'extérieur des halles. Pourquoi cette sortie était-elle condamnée ? Demande l'inspecteur Mercier. Les archives révèlent que cette issue de secours avait été murée en 1983, suite à des problèmes de sécurité et de vols répétés. Si elle était restée accessible, Thomas aurait probablement survécu à son aventure souterraine. En remontant à la surface, l'équipe porte un regard différent sur les halles de Lyon. Ce lieu de convivialité et de gastronomie cache maintenant le souvenir d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Une tragédie aggravée par la cupidité et la lâcheté d'hommes qui ont préféré leurs intérêts à la vérité. À l'extérieur, Catherine attend sa mère et l'inspecteur Mercier. Quand elle voit l'état de Marguerite, elle comprend que les révélations de cette reconstitution ont été particulièrement difficiles. Mais elle lit aussi dans les yeux de sa mère quelque chose qu'elle n'y avait pas vu depuis 23 ans. Une forme de paix. « On sait maintenant », dit Marguerite en serrant la main de sa fille, « on sait enfin ce qui lui est arrivé. Thomas peut reposer en paix, et nous aussi. » L'enquête judiciaire se poursuit encore quelques semaines, le temps de rassembler tous les éléments et d'interroger les derniers témoins. Mais l'essentiel est maintenant établi. Thomas Lemoine est mort accidentellement dans les sous-sols des Halles de Lyon le 16 septembre 1995, et sa mort a été dissimulée par des hommes sans scrupules pendant 23 longues années. La vérité a enfin éclaté, mais elle laisse un goût amer. Tant de souffrances auraient pu être évitées si la cupidité n'avait pas pris le pas sur l'humanité. Tant de nuits d'insomnie, tant de larmes versées, tant d'espoirs déçus, tout cela à cause du silence de quelques hommes qui ont choisi l'argent plutôt que la justice. Le 15 septembre 2018, exactement 23 ans après la disparition de Thomas Lemoine, ses funérailles ont enfin lieu dans l'église Saint-André de Lyon. La cérémonie, présidée par le père Michel Girard, rassemble plus de 300 personnes, familles, amis, commerçants des Halles, enquêteurs et de nombreux anonymes touchés par cette histoire tragique.
Marguerite Fontaine, désormais âgée de 81 ans et affaiblie par les émotions des derniers mois, se tient droite dans le premier rang, soutenue par sa fille Catherine et son gendre Franck. Pour la première fois depuis 1995, elle porte autre chose que du noir, une robe bleu marine, la couleur préférée de Thomas. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement la mort d'un enfant, déclare le père Girard dans son homélie. Nous pleurons aussi les 23 années de mensonges qui ont empêché une famille de faire son deuil. Thomas est enfin libre et sa famille peut enfin trouver la paix. Le petit cercueil blanc orné de dessins que Thomas avait réalisé à l'école maternelle et précieusement conservé par sa mère est porté par 6 hommes. Michel Lemoine, le père de Thomas qui a tenu à être présent malgré sa propre douleur, Franck, le beau-père, l'inspecteur Mercier en civil, et 3 anciens commerçants des Halles qui se souvenaient du petit garçon curieux. Pendant la cérémonie, Catherine prend la parole pour lire une lettre qu'elle a écrite à son fils. « Mon petit Thomas, tu nous as été enlevé trop tôt, mais tu n'as jamais quitté nos cœurs. Pendant 23 ans, j'ai imaginé l'homme que tu serais devenu, les rêves que tu aurais poursuivis, la famille que tu aurais peut-être fondée. Aujourd'hui, je réalise que tu resteras pour toujours mon petit garçon de 7 ans, avec ta curiosité infinie et ton amour pour ta mamie Margot. Repose en paix, mon ange. » Après la messe, le cortège se dirige vers le cimetière de Loyasse, où Thomas repose maintenant aux côtés de son grand-père Henri, décédé en 1992. La tombe porte une inscription simple mais poignante. Thomas Lemoine, 1988-1995, petit explorateur parti trop tôt, aimé pour l'éternité. Les semaines qui suivent, les funérailles, apportent un apaisement progressif à la famille. Marguerite, libérée du poids de la culpabilité qu'elle portait depuis 23 ans, retrouve une sérénité qu'elle avait perdue. Elle continue à visiter les Halles, mais maintenant c'est pour se recueillir devant la plaque commémorative qui a été installée à l'endroit où Thomas a disparu. « Il n'y a plus de mystère, dit-elle à Catherine, plus de questions sans réponse. Thomas est en paix et moi aussi. » Catherine, de son côté, entreprend une démarche thérapeutique pour traiter le traumatisme de ses 23 années d'incertitude. Avec l'aide d'un psychologue spécialisé dans le deuil compliqué, elle apprend à distinguer sa colère légitime contre ceux qui ont dissimulé la vérité de sa douleur maternelle qui, elle, n'aura jamais totalement de fin. L'affaire Thomas Lemoine a également des répercussions importantes sur la gestion des espaces publics lyonnais. La métropole ordonne un audit complet de tous les bâtiments publics pour identifier les zones potentiellement dangereuses et s'assurer qu'aucun espace accessible ne présente de risque pour les visiteurs. Les nouvelles halles de Lyon, qui rouvrent leurs portes en 2019 après la rénovation complète, intègrent des mesures de sécurité renforcées. Tous les accès aux zones techniques sont sécurisés. Un système de vidéosurveillance moderne couvre l'ensemble des espaces et des plans d'évacuation clairs sont affichés partout. Une salle de l'administration des Halles est baptisée « Salle Thomas Lemoine » en mémoire de l'enfant. Un portrait de Thomas y est accroché avec cette inscription « En mémoire de Thomas et de tous les enfants disparus ». Pour que jamais plus le silence ne l'emporte sur la vérité. André Grimaldi et Didier Lacoste, les 2 ouvriers qui ont participé à la dissimulation, ne sont pas poursuivis pénalement en raison de la prescription des faits. Mais ils vivent difficilement avec le poids de leurs révélations tardives. Grimaldi met fin à son activité professionnelle et se consacre bénévolement à des associations d'aide aux familles d'enfants disparus. « Je ne peux pas ramener Thomas », dit-il lors d'un entretien avec un journaliste. « Mais je peux peut-être aider d'autres familles à éviter 23 années de souffrance inutile. » Didier Lacoste, en Bretagne, fait de même. Il rejoint l'association Enfants Disparus 56 et participe régulièrement aux recherches bénévoles organisées dans sa région. Son témoignage, recueilli par plusieurs médias, sensibilise l'opinion publique sur les conséquences dramatiques du silence face à la vérité. L'enquête judiciaire se clôt officiellement en décembre 2018 par un non-lieu, faute d'accusés vivants à poursuivre. Mais le rapport final, rendu public, établit clairement les responsabilités de chacun et constitue une forme de réparation morale pour la famille Lemoine.
La justice n'a pas pu être rendue au sens pénal du terme, déclare le procureur de la République de Lyon. Mais la vérité a été établie, et c'est déjà une forme de justice pour cette famille qui a tant souffert. Michel Lemoine, le père de Thomas qui avait refait sa vie avec Claire et leurs 2 enfants, se rapproche de nouveau de Catherine et Marguerite après la découverte de la vérité. Les révélations sur la dissimulation de la mort de Thomas lui font comprendre que sa colère et son amertume des années passées étaient en partie injustifiées. « Nous étions tous victimes d'un mensonge », dit-il à Catherine lors de leur première vraie conversation depuis des années. « Thomas était notre fils à tous les deux. Il est temps qu'on arrête de se faire du mal. » Cette réconciliation permet à Emma et Lucas, les demi-frères et sœurs de Thomas, d'apprendre enfin l'existence de leur aîné décédé. Michel leur explique avec des mots simples l'histoire de leur grand frère qu'ils n'ont jamais connu, mais dont ils peuvent être fiers. En 2019, 1 an après la découverte, Catherine publie un livre intitulé « Mon fils Thomas, 23 ans d'attente ». Ce témoignage poignant raconte les années de recherche, l'espoir qui renaissait à chaque fausse piste et la douleur de la vérité tardive. Le livre devient un best-seller et sensibilise l'opinion publique aux souffrances des familles d'enfants disparus. « J'ai écrit ce livre pour Thomas », explique Catherine lors de la présentation, pour qu'on se souvienne de lui, non pas comme d'une victime, mais comme d'un petit garçon joyeux et curieux qui aimait explorer le monde. Et aussi pour que d'autres familles n'aient jamais à vivre ce que nous avons vécu. Une partie des droits d'auteur est reversée à l'association SOS Enfants Disparus, qui voit ses moyens renforcés grâce à cette contribution inattendue. L'association utilise ces fonds pour améliorer ses systèmes d'alerte et former des bénévoles aux techniques de recherche modernes. Marguerite Fontaine s'éteint paisiblement le 3 avril 2021 à l'âge de 84 ans. Ses derniers mots, rapportés par Catherine qui était à son chevet, sont « Je vais retrouver mon petit Thomas ». Elle est inhumée dans le caveau familial, aux côtés de son mari Henri et de son petit-fils qu'elle a tant cherché. À ses funérailles, l'inspecteur Sophie Mercier, maintenant devenue commissaire, rend hommage à cette grand-mère exceptionnelle. Marguerite Fontaine nous a montré que l'amour d'une grand-mère peut traverser les décennies et triompher de tous les mensonges. Sans sa persévérance, sans son refus d'accepter les explications officielles, la vérité n'aurait jamais éclaté. L'affaire Thomas Lemoine marque profondément l'évolution des protocoles de recherche d'enfants disparus en France. Les forces de l'ordre renforcent leurs procédures de fouille des bâtiments publics et des formations spécifiques sont dispensées aux enquêteurs sur les zones à risque, souvent négligées. Le petit carnet retrouvé avec les restes de Thomas est conservé aux archives judiciaires, mais Catherine en obtient une copie intégrale. Les dessins et les mots de son fils constituent pour elle un trésor inestimable, la preuve que même dans ses derniers moments, Thomas pensait à sa famille avec amour. En 2023, 5 ans après la découverte, les Halles de Lyon organisent une cérémonie du souvenir. Catherine, maintenant âgée de 60 ans et grand-mère à son tour, y participe avec ses petits-enfants. Elle leur raconte l'histoire de leur oncle Thomas, ce petit garçon qui aimait tant explorer et poser des questions sur tout. Thomas aurait adoré vous connaître, dit-elle à ses petits-enfants devant la plaque commémorative. Il aurait été le meilleur oncle du monde, toujours prêt à partir à l'aventure avec vous. L'histoire de Thomas Lemoine continue de toucher les gens bien au-delà de Lyon. Son histoire est enseignée dans les écoles de police, utilisée dans les formations de secourisme et citée dans les manuels de gestion de crise. Elle rappelle que derrière chaque enfant disparu se cache une famille déchirée et que la vérité, même tardive, reste toujours préférable au mensonge. L'ancien emplacement de l'alcôve où Thomas a été retrouvé abrite maintenant un petit jardin du souvenir dans les nouveaux sous-sols des Halles. Un banc y est installé avec une plaque qui invite à la réflexion. À la mémoire de Thomas Lemoine et de tous les enfants disparus, que leurs souvenirs nous rappellent la préciosité de chaque instant avec ceux que nous aimons. Cette affaire nous enseigne que l'amour familial peut résister à toutes les épreuves,
que la persévérance peut triompher du mensonge et qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Thomas le moine n'est pas seulement un enfant qui a disparu aux Halles de Lyon. Il est devenu le symbole de toutes les familles qui refusent d'abandonner l'espoir et qui continuent à chercher leurs proches disparus. Son histoire nous rappelle aussi que les décisions prises par cupidité ou par lâcheté peuvent causer des décennies de souffrances inutiles. Lucien Bonnefoy et ses complices ont volé à la famille Lemoine le droit de faire son deuil dans la dignité, prolongeant artificiellement une agonie qui aurait pu s'arrêter dès septembre 1995. Mais au final, c'est l'amour qui l'emporte. L'amour d'une grand-mère qui n'a jamais renoncé, l'amour d'une mère qui a gardé espoir pendant 23 ans, l'amour d'un petit garçon qui, même dans ses derniers moments, ne pensait qu'à rassurer sa famille. Cette affaire troublante nous montre comment un destin peut basculer en quelques secondes, mais aussi comment la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Qu'avez-vous pensé de cette histoire poignante? Aviez-vous soupçonné que la disparition de Thomas cachait une telle dissimulation? Comment une famille peut-elle tenir pendant plus de 20 ans sans réponse? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce type d'enquête vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres mystères familiaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités cachées qui méritent d'être connues. Laissez un like si cette histoire vous a ému et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires de disparition. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies que nous pouvons espérer qu'elles ne se reproduisent jamais.